Et toujours avec cette édition spéciale de Direct, cette année, entre les acquis également les défis. Je reviens de suite. Je vous invite à suivre plutôt un compte rendu détaillé sur les réformes économiques qui ont été appliquées en Égypte depuis 2014. Des réformes économiques qui ont donc laissé et laissent toujours un impact non seulement pour le citoyen égyptien, mais également qui avait pour but d'aboutir à un des principaux objectifs du développement socio-économique en Égypte. C'était donc depuis juillet dernier que le gouvernement égyptien a annoncé le lancement de la deuxième phase du programme de réforme économique qui devrait durer 3 ans. Ce programme de réforme a pour objectif de créer des emplois et également augmenter les exportations. Je vous rappelle que la première phase du programme de réforme avait duré 3 ans, de 2016 à 2019, en coopération bien sûr avec le Fonds monétaire international. Un regard donc sur ces réformes et comment sont aujourd'hui les principales notations concernant le chômage et la croissance économique de l'Égypte, également le taux de pauvreté à travers ces réformes économiques. Le gouvernement égyptien a commencé à appliquer la deuxième phase du programme de réforme économique au début de la prochaine année financière qui a commencé en juillet dernier. Celle-ci doit durer 3 ans. Il s'agit de réformes structurelles visant à accroître la flexibilité de l'économie égyptienne et à augmenter sa résilience face aux chocs externes et internes seront mises en place. Des mesures visant à stimuler la production, l'exportation et l'emploi prises pour aller au-delà du programme de réforme économique entamé en 2016 et qui était soutenu par le Fonds monétaire international. La première phase du programme de réforme économique avait également duré 3 ans, de 2016 à 2019, en coopération avec le Fonds monétaire international. Elle était liée à un accord de financement de 12 milliards de dollars. Elle portait sur les politiques monétaires et financières comme la libéralisation des taux de change et la consolidation fiscale réalisée à travers la réduction de subventions à l'énergie et l'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée avec l'objectif de réduire le déficit budgétaire. Contrairement à la première, la deuxième phase de la réforme économique n'imposera aucune charge financière supplémentaire aux citoyens. Au cours de la première phase, l'Égypte s'est engagée à appliquer les conditions du FMI. La livre égyptienne avait été dévaluée et les subventions sur le carburant avaient été levées. Et d'ajouter que le gouvernement veut que les citoyens ressentent les effets positifs de la première phase du programme. La deuxième phase, annoncée en avril, vise à augmenter la contribution de 3 secteurs principaux: l'industrie, l'agriculture et les télécommunications. La technologie de l'information au produit intérieur brut de 26% en 2020 à 30 à 35% en 2024. Le programme prévoit l'augmentation de la contribution au PIB du secteur industriel de 11,7% en 2020 à 15% en 2024. Il vise également à attirer les investisseurs et à conclure des partenariats internationaux dans des secteurs comme l'agrialimentaire, les produits pharmaceutiques et cosmétiques, l'industrie automobile, l'électroménager ainsi que l'industrie du textile et du prêt-à-porter. Le programme vise aussi à augmenter la part des exportations industrielles afin qu'elles représentent plus de 15% de l'ensemble des exportations et à doubler les exportations des petites et moyennes entreprises afin qu'elles représentent 20% du total des exportations en 2024 contre 10% en 2020. Au niveau de l'emploi, le programme vise la création de 440 000 à 450 000 nouveaux emplois annuellement au cours des 3 prochaines années. Quant au secteur agricole, le programme vise à augmenter sa contribution au PIB à 12% en 2024 contre 11,3% en 2020 et l'augmentation de la part des exportations agricoles à 25% de l'ensemble des exportations en 2024 contre 17% en 2020. Remerciements à nos collègues Salih Hamed et Shahinaz Ismail et pour parler en détail toujours de ces 7 années d'acquis en Égypte. Quels étaient les défis depuis 2014, ce qui a été acquis, accompli, réalisé en 2021. J'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Cherif Amir, professeur de
relations internationales. Dr Cherif, bonsoir. Bonsoir madame. Dr Cherif, on a à maintes reprises donc mis en exergue les nouveaux taux de croissance affichés en Égypte sur le plan économique. On a également parlé auparavant de ces réformes économiques, de leur impact, comment le taux de chômage a-t-il baissé, comment le déficit budgétaire également. Mais moi, je veux aujourd'hui pointer spécialement ce qui attire plus l'attention non seulement des investisseurs, mais je parle surtout de ce qui a été fait, réalisé concrètement sur la terre égyptienne. Je veux parler cette fois du Sinaï seulement et aussi de la Haute-Égypte. Beaucoup d'efforts et un énorme budget donc a été mis en place pour le développement du Sinaï, le développement également de la Haute-Égypte avec beaucoup de projets électriques et ceci bien sûr pour maintenir une meilleure qualité de vie aux citoyens qui habitent dans les campagnes ou dans les très petites villes de la Haute-Égypte et au Sinaï également. Est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu sur comment vous, en tant que professeur de relations internationales, vous avez pu voir ceci concrètement, même avec les autres acteurs que vous rencontrez également dans les différentes instances? Tout d'abord, le défi économique était et toujours un défi très lourd pour l'Égypte vu les dernières décennies, comment l'Égypte a passé par beaucoup des tunnels, si on peut les appeler comme ça, et le fardeau était très lourd. Le président Abdel Fattah el-Sisi a entamé une réforme très audacieuse parce que d'abord il fallait combattre le terrorisme et il fallait aussi rapporter non seulement l'assurance pour les investisseurs étrangers mais pour le peuple égyptien lui-même qui a commencé à sentir menacé. Alors c'était un rôle très difficile pour le président Abdel Fattah el-Sisi. C'était un rôle primordial aussi parce qu'il fallait combattre le terrorisme, travailler sur l'économie, commencer à travailler sur l'infrastructure, envoyer des messages diplomatiques très clairs que l'Égypte va bien. Et heureusement, le défi a été surmonté avec un taux de pourcentage énorme. Beaucoup des ennemis de l'Égypte ou des voix hostiles croyaient qu'on ne pouvait pas travailler sur le Sinaï, par exemple. Au contraire, on a pu commencer à faire les tunnels qui ramènent le Caire avec Sharm el-Sheikh et d'autres parties de la péninsule de Sinaï très rapidement. C'est une infrastructure super, très sophistiquée. Et ça a été fait selon un calendrier très précis, comme le fait souvent le président ici, c'est-à-dire il demande un calendrier très clair de A à Z, comment on va travailler, le coût de travaux et le moment où il y aura l'inauguration. Pour la Haute-Égypte, on sait tous que c'était une partie très négligée pour des années. Et malheureusement, c'était une partie qui a poussé les enfants de ces régions vers le Caire, ce qui a porté un fardeau trop lourd sur la capitale. Et là, c'était la décision très sage du président, c'est qu'il faut rendre ces parties de l'Égypte habitables, des parties où les Égyptiens peuvent sentir que l'État central au Caire prend soin d'eux et n'a pas laissé le moindre chose à être fait. Alors il y a eu maintenant des projets. D'abord, il y a eu le choix des gouverneurs. Ce sont des gens qui doivent travailler sérieusement, qui rendent leur compte tout de suite au président lui-même, comment ils ont travaillé sur l'infrastructure, sur les universités, sur les hôpitaux. Docteur Cherif, est-ce que c'est pour cette raison que l'on dit ce qui s'est passé en Haute-Égypte, Asiout, Soheg, Aswan et les autres gouvernorats, c'est du jamais vu depuis 60 ans dans la Haute-Égypte? Bien sûr, parce que d'abord, il y a eu les réseaux de l'eau qui ont été reformés de A à Z. C'était des parties très polluées, ça a été reformé.
Vous avez les gouvernements que vous avez cités. Maintenant, on voit même les images. Ce sont des parties où il y a l'électricité partout. Les réseaux sanitaires sont partout. Le dernier exemple, c'est par exemple lorsqu'il y a eu le Covid-19, dans ces parties, le gouvernement, le ministère de la Santé a été mobilisé très rapidement pour trouver des solutions. La population là-bas n'a jamais été négligée. Les vaccins sont déployés là-bas. Donc ça, c'est une épreuve très claire que cette partie compte dans les priorités du gouvernement. Oui, docteur Cherif, je vais également parler juste brièvement également du développement au Sinaï avec également un budget assez très rassurant pour nos frères au Sinaï. Également la construction de 2400 km de routes au Sinaï avec 8000 projets de logements sociaux pour les habitants du Sinaï. C'est également un message, comme vous l'avez dit, de la part de l'Égypte adressé également à l'étranger. Bien sûr, c'est un message clair que le Sinaï est une partie solide de l'Égypte, qu'on ne peut pas la diviser, que quoi qu'il arrive là-bas, des actes terroristes, jamais ça va nous pousser à s'éloigner de cette région. Au contraire, c'est le développement qui est le clé, la sécurité est le clé, la présence de l'état de droit là-bas est le clé. Les habitants là-bas sont traités d'une façon égale avec tous les droits qu'ils ont et les devoirs qu'ils ont pour le gouvernement selon la Constitution et le droit égyptien. C'est une équation extrêmement difficile parce que on voit dans beaucoup de pays, lorsqu'il y a une zone où il y a une instabilité sécuritaire, comment les gouvernements réagissent avec un main de fer. L'Égypte n'a pas fait comme ça. On n'a jamais pris en otage les habitants là-bas pour quoi que ce soit qu'il arrive. Au contraire, le moment où il fallait agir contre les réseaux de terrorisme là-bas, on a pu évacuer la population civile, leur construire des villes neuves, des villes qui sont vraiment sophistiquées avec toutes les garanties de sécurité. C'est-à-dire, on a fait une opération chirurgicale, économique, humanitaire, qui est un exemple jamais vu au Moyen-Orient. Comment on a pu extraire la population civile, la mettre dans des autres villes, construire les routes, construire les tunnels, trouver le budget approprié et en même temps déployer les forces armées pour combattre le terrorisme. C'est une opération de jamais vue. Et je crois que le président Abdel Fattah el-Sisi a étudié très bien ce dossier parce qu'on le voit sur le terrain. Il sait très bien comment agir et comment prendre les décisions au moment approprié, parce qu'on sait tous que malheureusement, il y a des yeux qui sont contre l'Égypte dans d'autres médias, qui attendent la moindre faute, si on peut l'appeler. Mais heureusement, on a pu comprendre l'équation et on a pu la montrer au monde entier comme un exemple. Oui, docteur Cherif, une dernière question également, et d'ajout à la préservation de l'Égypte, sa paix et sa stabilité à l'échelle nationale, à l'échelle arabe et également à l'échelle régionale ou continentale dans le continent. On parle également d'un pays qui a pu toujours étendre les ponts de coopération avec les puissances, les grandes puissances et les influentes, les puissances influentes à travers le monde, et toujours dans le cadre d'un respect mutuel et d'un intérêt commun. Comment vous percevez brièvement ce rôle toujours maîtrisé par l'Égypte avec tout respect mutuel envers nos partenaires étrangers à l'échelle nationale et internationale, à l'échelle régionale et internationale? Écoutez, dès le premier jour de l'élection démocratique du président Sisi, on sait tous que les relations avec nos partenaires européens n'étaient pas vraiment sur le bon terme, et aussi avec les États-Unis à l'époque de l'administration Obama. Or, le président Sisi a pris par lui-même l'initiative d'aller voir les chefs d'État, ses homologues
dans chaque capitale, à expliquer, à défendre la cause de l'Égypte. Ça a pris du temps, mais ça a été à la fin un grand succès. Le grand succès qu'on a vu avec l'investissement allemand sur l'échelon de l'électricité en Égypte, sur les ventes des Rafales et les Mistral par la France pour l'Égypte, la coopération avec Eni, la compagnie d'exploitation du gaz italienne. Déjà, on a pu rendre l'Égypte un point de rencontre des investissements et de coopération internationale. Ça, c'est aussi été une équation très difficile. Oui, docteur Cherif Amir, certainement on va élargir cette intervention plus tard ou dans une autre émission qui sera essentiellement consacrée à la politique étrangère de l'Égypte. Je tiens à vous remercier infiniment de votre intervention avec nous. Docteur Cherif Amir, vous êtes professeur de relations internationales. Merci beaucoup. Et je vous laisse, chers téléspectateurs, avec un dernier compte rendu. Quels sont les acquis et les efforts déployés dans un domaine très sensible en Égypte, le domaine de la santé? Qu'est-ce qu'a fait l'Égypte pour le citoyen égyptien? C'est ce qu'on demande, une question qui se pose jour après jour. Regardons ensemble l'éradication de l'hépatite C et les autres initiatives présidentielles dans ce compte rendu. Salih Ahmed et Shahina Ismail. L'un des projets les plus importants dans le secteur de la santé publique est la mise en œuvre de l'initiative baptisée 100 millions de citoyens sains de dépistage de l'hépatite C, parrainée par le président Abdel Fattah el-Sisi pour éradiquer le virus C. Des milliers d'opérations chirurgicales ont été effectuées dans le cadre de l'initiative présidentielle visant à éliminer les listes d'attente. En plus, de 40 hôpitaux ont été fondés et équipés idéalement. L'État a également réussi à localiser l'industrie de l'oncologie et de la médecine biologique et certains vaccins. L'Égypte a également lancé l'application d'un système d'assurance maladie complet à partir du gouvernorat de Port Saïd. Les listes d'attente comptent parmi les plus importants défis en matière de santé auxquels le gouvernement est récemment confronté et qui ont exigé l'intervention personnelle du président pour les éliminer. Plusieurs initiatives présidentielles ont été lancées pour soutenir la santé des femmes et la détection précoce de l'obésité, de l'anémie et du nanisme, consacrées aux écoliers du cycle primaire, ainsi que le traitement de la déficience auditive chez les nouveau-nés et la poursuite de l'initiative Nour el-Hayat pour découvrir les causes de la déficience visuelle. Le président Al-Sisi a participé au lancement du système d'assurance maladie globale, de manière à couvrir tous les aspects techniques, humains, médicaux et financiers, afin de garantir la prestation d'un service de haute qualité, conformément aux normes internationales. Le président de la République a lancé une campagne pour l'éradication du virus C et ses effets négatifs sur la vie humaine, sa productivité et son droit à une vie décente. Plusieurs initiatives ont été lancées successivement avec l'annonce du plan national de traitement des patients atteints du virus C dans toute la République, lancé par le Fonds Vive l'Égypte, qui a parcouru des unités mobiles dans les gouvernorats d'Égypte du nord au sud pour détecter le virus et fournir le traitement. L'Égypte a été élue présidente du Comité technique africain de la santé de la population et de la lutte contre la drogue, affilié à la Commission de l'Union africaine. L'Égypte a gagné une renommée internationale pour son expérience dans l'application d'une assurance maladie complète en tant qu'expérience unique en matière de partenariat et de coordination nationale entre différents ministères et agences compétentes. Concernant la lutte contre la propagation de Covid-19, le président Al-Sisi a appelé le peuple égyptien à coopérer avec tous les organes de l'État à faire face à la crise la plus grave causée à cause de ce virus, par le biais de la science et des normes internationales, en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé. Le ministère de la Santé a affecté des hôpitaux pour traiter les cas de ce virus au niveau de la République, dont une centaine d'hôpitaux généraux et centraux affiliés au ministère de la Santé et une vingtaine d'autres pour l'isolement, en plus d'autres hôpitaux universitaires dédiés au diagnostic et au traitement des cas de coronavirus.
Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission de Direct. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Très bonne fin de soirée et au revoir.